Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de plusieurs petits sujets. On va y aller tout de suite. Je vais vous parler de cette cérémonie qui a eu lieu aux États-Unis, comme elle a lieu d'ailleurs tous les ans et que l'on considère très souvent d'ailleurs comme étant l'antichambre des Oscars. Je vais parler des Golden Globes. Golden Globe, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent un petit peu des Oscars, pour ceux qui connaissent, ou tout du moins de réputation, les Oscars, mais pour un ensemble de productions à la fois télévisuelles que cinéma. Donc ça récompense à la fois de la télévision et du cinéma. Et donc, comme chaque année, les Golden Globes ont eu lieu donc ce week-end, sauf que, évidemment, Covid oblige, cette cérémonie, et comme d'ailleurs la cérémonie des Oscars, en général, c'est une cérémonie qui a une certaine réputation parce que c'est évidemment ces paillettes, ces strass, toutes les stars se pavanent dans des tenues à la fois très classe, comme aussi tout aussi originales. Et je vais y revenir dans quelques instants. Sauf qu'évidemment, tout a été organisé de telle manière à respecter les règles sanitaires qui sont imposées aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez en fait des intervenants, des présentateurs qui étaient sur une scène, mais la salle était vide, puisque quasiment tous les participants, les nominés, etc., étaient chez eux, ou tout le moins rassemblés dans des lieux confinés, on va dire, et réinteragissaient lors des différentes sélections et des nominations, ainsi que de la déclaration des gagnants, eh bien, étaient en direct par visioconférence. Ce qui rendait la chose totalement pathétique, parce qu'évidemment, on sentait déjà qu'il n'y a pas d'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une discordance dans la façon de faire le spectacle, la façon de faire le show, ce qui est quand même quelque chose de très important dans la culture américaine. Ce qui est d'autant plus encore pathétique, c'est que vous voyez évidemment ces artistes chez eux devant leur webcam, parés des plus beaux habits, etc., alors qu'en réalité c'est parfois assez... ça fait un petit peu bizarre et ça contribue pas forcément à faire le show. Et puis surtout, en plus de ça, eh bien, c'est aussi l'émotionnel. C'est-à-dire que quand les candidats, tout du moins les nominés, sont informés de leur victoire, eh bien, on a des comportements qui sont assez amusants. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'excès. C'est-à-dire qu'ils jouent finalement, ils surjouent la surprise, l'émotion, etc. Alors que, en réalité, tout bonnement, on sait pertinemment que il y a des personnes je dirais de l'organisation des Golden Globes qui sont présents avec eux, et donc s'ils sont là, c'est que évidemment les artistes savent que c'est eux qui ont remporté ce trophée, je cherchais le mot. Donc ça rend encore plus pathétique le show qui perd toute sa valeur d'ailleurs, qui perd tout son sens. Et en plus, entre autres, le fait que c'est en règle générale aussi une cérémonie pendant laquelle certains profitent de la situation pour se faire valoir, pour promouvoir leurs produits, et là je parle de mode. Donc évidemment, beaucoup d'artistes sont plus ou moins sollicités pour porter des vêtements issus d'artistes, soit du prêt-à-porter ou des différents secteurs de la mode, haute couture comme on l'appelle. Sauf que là, bon, évidemment, on ne déroge pas à la tradition, puisque certains artistes se sont prêtés à des photocalls, se sont prêtés à des, à des séances photos, des séances filmées, etc., pour quand même donner un petit peu le change en matière de show. Et on a pu voir que certains artistes restent relativement sobres dans leur façon de porter évidemment ces vêtements, comme il y en a d'autres qui, je dirais à la limite, sont un petit peu le reflet de cette capacité qu'ont les Américains à considérer que ce qui est beau doit l'être forcément, alors qu'en réalité c'est pas beau du tout, c'est laid. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles beaucoup d'Américaines aiment beaucoup venir en France lors des Fashion Week par exemple, parce qu'ils trouvent que
le style français a quand même ce respect de la femme, ce respect du corps de la femme, et pas comme aux États-Unis, où malheureusement aux États-Unis il y a une certaine hypocrisie à vouloir faire porter à des actrices des tenues qui, très sincèrement, ne leur va pas du tout. Je dirais même, limite, sont ridicules, voire même sont de mauvais goût, très sincèrement. Mais malheureusement aux États-Unis, le mauvais goût, c'est quelque chose qui est un petit peu rangé sous le tapis, parce que il y a cette hypocrisie qui consiste à dire que c'est beau, c'est bien, c'est super, c'est génial, alors qu'en réalité non. Si on a un tant soit peu de respect pour l'esthétisme, si on a un tant soit peu de respect pour la notion de beauté, pour la notion d'harmonie entre le corps d'une femme et ce dont elle se vête en général, malheureusement ça aux États-Unis c'est quelque chose qui est pas forcément très ancré dans les cultures, ce qui fait que d'ailleurs très souvent, si vous vous baladez dans New York, évidemment, là vous pourrez en effet voir des femmes qui ont des tenues vestimentaires tout à fait acceptables, on va dire même de très bonne facture, mais si vous allez dans d'autres villes américaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Américaines qui soit ont des styles vraiment très classiques, très, ce qu'on voit d'ailleurs souvent dans les chaînes de télévision, toutes ces présentatrices de chaînes de télévision, que ce soit ABC, CNN, CBS, CNBC, etc. On voit bien que c'est très carré, très strict, faut pas montrer ne serait-ce qu'un décolleté de trop, ou un truc comme ça. Et bien malheureusement aux États-Unis, vous avez malheureusement des fois des femmes qui s'habillent avec des tenues qui leur vont pas du tout, et c'est pour ça que j'utilise très souvent le terme très français qui n'existe pas aussi aux États-Unis, qui est le terme de sac à patates. Et malheureusement, force est de constater que beaucoup portent certaines robes de façon comme un sac à patates. Donc c'est assez... voilà, ça tue un petit peu le charme de ce genre de cérémonie, d'autant plus que, évidemment, c'est aussi une cérémonie, et c'est peut-être là aussi le problème, qui est la conséquence de ce que Hollywood a décidé d'assumer, c'est-à-dire la mise en avant de la diversité, la mise en avant de l'équité, la mise en avant des minorités, tant aussi bien de couleur que de genre, et si bien que on a quand même, entre autres, un certain nombre d'artistes qui ont du talent. Je pense par exemple à Rosamund Pike, je ne me souviens plus de son nom de famille, l'actrice qui joue dans un film qui s'appelle I Care a Lot, où en effet, elle est très très bien, mais d'ailleurs c'est une actrice qui était assez souvent campée dans ces types de rôles de femmes fortes, pour ne pas dire... Ouais, c'est ce genre de caractère, ce genre de personnage assez antipathique parfois, on va dire. Rosamund Pike, ça y est, le nom m'est revenu. Donc elle a reçu évidemment un Golden Globe, et je pense que c'est mérité. Mais quand vous avez par exemple dans le meilleur acteur dans des films drama, que vous avez l'acteur qui, alors je sais que c'est, je vais essayer de me souvenir de son nom. Je sais que c'est Boseman, son nom de famille, mais son prénom m'échappe, c'est Chadwick, voilà, Chadwick Boseman. Donc Chadwick Boseman, qui était en compétition avec Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman et Tahar Rams. Moi, je vais vous dire sincèrement, j'ai vu donc The Blues de Ma Rainey, où Chadwick Boseman joue, et ainsi que Gary Oldman dans Monk. Sincèrement, Gary Oldman, c'est un grand acteur. Il a déjà reçu des Golden Globes, et Anthony Hopkins pour The Father, où en effet il est vraiment magnifique, c'est Anthony Hopkins, etc. Sauf que évidemment le problème, c'est qu'on fait, là encore une fois de plus, du show à l'américaine, c'est-à-dire que meilleur acteur dans un film dramatique, Chadwick Boseman remporte le Golden Globe. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il est afro-américain, mais parce qu'il est décédé. C'est ce fameux acteur que vous avez peut-être vu dans
Black Panther, qui malheureusement a continué sa carrière et a tourné d'ailleurs ce film pour lequel il a reçu le Golden Globe alors qu'il était déjà malade. Donc, vous voyez un petit peu le comble du ridicule, c'est-à-dire qu'on fait du suspense, alors qu'en réalité il n'y a pas de suspense parce que tout le monde savait que cette récompense allait aller à Chadwick Boseman. Tout comme la meilleure actrice dans un film dramatique, c'est Audra Day qui l'a remporté, actrice afro-américaine, pour le rôle dans Billie Holidays, une affaire d'État. Donc c'est United States versus Billie Holiday dans la version originale. Meilleur acteur dans une comédie, alors Sacha Baron Cohen dans Borat 2. Non, je veux dire, là, non, c'est les autres. Hein, je vois par exemple James Corden dans Prom. Alors James Corden, il faut savoir que à l'origine, c'est pas un acteur, c'est un présentateur de show télévisé. Lin-Manuel Miranda pour Hamilton. Là, franchement, je pense que Lin-Manuel Miranda aurait pu le recevoir parce que non seulement pour l'acting qu'il a fait dans ce show, dans ce spectacle, alors qu'en réalité, Sacha Baron Cohen a fait un petit peu du réchauffé avec Borat 2 contre Trump, hein, évidemment, pour ceux qui l'ont vu. Donc, meilleure actrice dans une comédie, c'est Rosamund Pike, comme je vous l'ai dit. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Daniel Kaluuya dans Judas and Black Messiah. Là encore, Daniel Kaluuya, c'est cet acteur que vous avez peut-être vu dans un certain nombre de films, qui est aussi un acteur afro-américain. Je ne sais plus quel film, je ne me souviens plus des titres, pourtant, franchement, ça m'échappe. Meilleure actrice dans le second rôle, Jodie Foster pour Désigné coupable. Vous avez le meilleur réalisateur, alors là aussi on fait un petit peu. Là, je peux pas trop juger parce que normalement, je n'ai pas encore vu ce film, je vais bientôt le voir d'ailleurs. C'est Chloé Zhao qui a reçu le Golden Globe de la meilleure réalisatrice. Elle est une femme et en plus de ça, elle est une femme d'origine asiatique. Donc là, évidemment, que demander de mieux, si ce n'est peut-être qu'on aurait voulu plutôt que ça soit une femme afro. Mais là, non, c'est bien, on est bien dans la diversité, on est bien dans la représentation des femmes dans le cinéma. Alors après, vous avez meilleure animation, c'est Soul, meilleure série britannique, c'est The Crow. Alors The Crow a raflé pas mal de prix. Il a raflé donc la meilleure série dramatique, le meilleur acteur, la meilleure actrice, qui est Emma Corrin, qui joue le rôle de Diana dans The Crow. The Crown, c'est The Crown, pardon, j'ai oublié le N, The Crown. C'est cette fameuse série sur la couronne britannique, sur la vie finalement, enfin, toute l'aventure, toute l'histoire sur la période de l'actuelle reine de Grande-Bretagne qui est Elisabeth II. Donc meilleure série comique, c'est Schitt's Creek. Meilleur acteur dans une série comique, Jason Sudeikis pour Ted Lasso. Vous avez Catherine O'Hara pour Schitt's Creek. Alors John Boyega pour Small Axe. John Boyega, c'est pareil, c'est un acteur afro-américain que vous avez pu voir dans le Star Wars, hein, qui joue le rôle de Finn. Gillian Anderson, The Crown, toujours dans le rôle de Margaret Thatcher. Vous avez Le Jeu de Dames qui a remporté le meilleur film de télévision ou mini-série. Et en effet, c'est vrai que la série est assez intéressante. C'est cette série qui a été diffusée sur Netflix sur les échecs, où vous avez une jeune femme qui va se prendre de passion pour les échecs et évoluer comme ça avec toute la complexité évidemment que sont en fait les compétitions de jeux d'échecs, qui sont évidemment très masculins. C'est un milieu très masculin, donc évidemment la série là, on est vraiment dans une série féministe, mais de qualité. Hein, là-dessus, je ne fais pas
de mauvais esprit concernant l'intention. Et vous avez aussi Anya Taylor-Joy qui joue le rôle de cette joueuse d'échecs dans cette série qui a reçu le prix de la meilleure actrice pour un film de télévision mini-série. Le meilleur acteur dans un film de télévision mini-série, c'est Mark Ruffalo. I Know This Much Is True. Ruffalo, celui qui joue dans Avengers, qui joue le rôle de Hulk. Et après, vous avez le Cecil B. DeMille Award, qui est une récompense spéciale pour une carrière et qui a été remis à Jane Fonda. Et sinon, après, évidemment, là aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas trop encore quelles vont être les sélections pour les Oscars. Certainement qu'on va retrouver des films tels que No Man's Land, tels que le film avec Chadwick, etc. Donc évidemment, si Chadwick est nommé meilleur acteur aux Oscars, là encore, on n'aura pas de surprise. Et d'ailleurs, quand on voit maintenant, et je vais terminer là-dessus, les commentaires qui se déroulent sur Internet actuellement par rapport à cette cérémonie, évidemment, c'est ce que je viens de vous expliquer, ce qui ressort le plus, c'est que cette cérémonie est pathétique finalement, parce que d'un premier problème, c'est qu'il y a finalement très peu de films de qualité, puisque beaucoup de films n'ont pas pu sortir en salle. Certains films ont pu être rachetés par des plateformes streaming et ont pu être diffusés entre-temps. Donc en fait, le problème, c'est qu'on a un choix de films sélectionnés qui est relativement pauvre. Même au niveau des séries, je veux dire, il y a plein de séries qui sont sorties, mais pourtant, c'est toujours les mêmes. The Crown, c'est quand même une série, on en est à la saison 4 ou saison 5, je crois, saison 5. Donc c'est une série quand même qui a déjà quelques années, et pourtant on continue à la mettre en nomination pour des récompenses. C'est malheureusement je dirais un des aspects aujourd'hui de la situation, c'est-à-dire que sur quoi on s'était acquis, sur quoi on s'était assis confortablement sur cette image de show à l'américaine qui faisait finalement l'attrait de ces cérémonies, et bien aujourd'hui ce show n'existe plus, la magie ne fonctionne plus. Même quand on voit la cérémonie, on a du mal, on a du mal à rentrer dedans. Au bout d'un moment, ça devient presque limite insupportable, parce qu'on sent que tout est faux de A jusqu'à Z, si ce n'est en effet la surprise de certains acteurs, puis d'être content pour certaines autres personnalités, de recevoir des prix pour une carrière qui est déjà bien entamée, mais malheureusement, on sent aussi que derrière, il y a évidemment aujourd'hui la volonté de faire de la mise en avant des minorités, de la mise en avant de la diversité et d'égalité des genres, ce qui malheureusement ne va pas non plus aller très dans le bon sens de se dire que finalement ces cérémonies sont des cérémonies avec une certaine équité. Vous avouerai très franchement, étant cinéphile, que de toute façon, les Golden Globes, comme les Oscars, nous avons toujours su que de toute façon, c'était des outils plus promotionnels, que ce soit pour des individus, des réalisateurs, des acteurs ou des films, qu'aujourd'hui, récompenser véritablement un travail. Alors, il y a des fois certaines années où, en effet, c'est le travail, la qualité de travail de réalisateurs ou d'acteurs qui furent récompensés. Je pense par exemple à Joaquin Phoenix pour sa prestation dans The Joker, même si certains trouvent qu'il en fait trop, mais moi je trouve que justement le personnage, ça rentre bien plus ou moins sur le personnage d'origine qu'est le Joker dans la culture, dans l'inconscient collectif. C'est aussi des réalisateurs mexicains, des réalisateurs hispaniques qui ont été récompensés pour leur travail, que ce soit Cuarón ou encore d'autres réalisateurs qui, même je crois il y a 1 ou 2 ans, vous avez le réalisateur coréen pour son Parasite qui a été récompensé, ce qui évidemment choque un petit peu les conservateur de voir un film étranger rafler l'Oscar du meilleur film. Là, évidemment, c'est là que, je dirais, la partie artistique conservatrice américaine commence à faire un petit peu des bras d'honneur à Hollywood et commence à essayer de trouver des alternatives, parce que forcément, Hollywood, c'est Hollywood, il y a une certaine hégémonie, un certain contrôle, sans aller trop dans les détails, évidemment, dont certains d'entre vous me feront peut-être la remarque dans les commentaires, à savoir qui aujourd'hui dirige Hollywood. C'est un sujet
délicat, difficile à traiter, sans risquer de tomber dans des sujets extrêmement sensibles. Mais le fait est, c'est que c'est encore une fois de plus un des éléments qui forgeait encore l'esprit américain, l'esprit du rêve américain qui aujourd'hui fait pâle figure. Autre petit sujet, peut-être que vous l'avez vu passer, je veux parler de cette polémique concernant un Made in France, c'est-à-dire cette société qui fait des produits français qui s'appelle le slip français. Avec un tel nom, pas besoin de se poser la question de savoir que fabrique cette société. À ceci près, c'est que c'est pas des slips, que vous pouvez vous permettre d'acheter tout le temps, parce que c'est plutôt des marques de luxe, des marques de très grande qualité, donc relativement chères. Et la polémique concernant cette entreprise, c'est tout simplement qu'elle a annoncé qu'elle reversait une partie de ses dividendes à des associations pour aide aux migrants. Et forcément, quand vous dites ça, j'ai envie de dire, les gens de la communication de cette entreprise, soit ils sont à côté de la plaque, soit ils n'ont rien compris. Donc évidemment, ils ont tendu le bâton pour se faire taper dessus sur les réseaux sociaux. Alors après, on peut considérer que c'est bien pour aider les migrants, etc. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, l'argument essentiel, c'est de dire que si nous avons aujourd'hui des Français qui sont dans la difficulté, qui sont dans le malheur, qui sont dans la déchéance, qui sont dans le déclin, et qui ont peut-être besoin d'être aidés, que ce soit financièrement, socialement, etc., eh bien que cette entreprise affiche très fièrement qu'elle préfère aider en fait des migrants, forcément, ça joue pas forcément en leur faveur, donc il n'y a pas encore, à ma connaissance, des appels au boycott pour le slip français. Le fait est, c'est que de toute façon, là, l'entreprise va être confrontée à une crise de communication, une crise d'image importante, ce qui démontre encore une fois de plus que dans un certain nombre d'entreprises, vous avez des gens qui sont censés être des gens compétents en matière de communication, en matière de promotion, mais qui malheureusement parfois, pour se croire peut-être surfer sur une tendance, on oublie que les tendances, elles sont aujourd'hui parfois très éphémères, qu'elles sont parfois fabriquées pour servir de l'idéologie et non pas pour aller chercher l'émotionnel ou éventuellement séduire la clientèle. Et c'est pas parce que le slip français décide de faire don d'une partie de ses dividendes, une partie de ses bénéfices à une association pour aider les migrants que forcément ça va permettre d'augmenter les ventes ou de pousser des Français à acheter du slip français parce que le slip français aime aider des migrants. Là encore, on est dans quelque chose qui est tout à fait significatif de ce décalage aujourd'hui qu'il y a entre des gens qui sont censés être des professionnels de la communication, c'est-à-dire des gens qui sont censés pouvoir développer des stratégies commerciales, des stratégies de vente, de communication, de publicité en phase avec une société ou d'une façon plus globale sur la tendance qui ressort aujourd'hui des besoins ou même essayer de fabriquer du besoin auprès des consommateurs, et bien malheureusement, force est de constater que, encore une fois de plus, on a dû confier la stratégie d'image à des gens qui sont là pour vendre de l'idéologie et pas pour vendre le produit et défendre la marque. Donc finalement, le slip français, dommage pour vous, vous avez encore fait une connerie, une boulette, et ça malheureusement, le coup près tombera tôt ou tard. Autre sujet, et non des moindres, peut-être un peu passé complètement inaperçu, il faut savoir qu'a été débattu sur une idée qui a été lancée ainsi pour essayer de subvenir aux besoins et aux difficultés des étudiants et plus globalement des jeunes d'une manière générale. Je veux parler de cette idée qui consistait à vouloir essayer de créer ou d'étendre le RSA aux jeunes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le RSA, en effet, ce genre de sujet soulève un problème que l'on connaît depuis maintenant de nombreuses années, mais sur lequel, en fait, on fait du rustinage. Parce que vouloir étendre le RSA aux jeunes, c'est un rustinage. Ça veut dire que,
on admet que nous avons une société qui aujourd'hui ne permet plus, comme elle pouvait le permettre à des jeunes autrefois, c'est-à-dire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, de se lancer dans la vie, mais aujourd'hui les jeunes ne peuvent plus se lancer tout seuls dans la vie. Le fait est, c'est qu'on a des études aujourd'hui qui ont démontré que de plus en plus les jeunes restaient chez leurs parents, parfois jusqu'à 25, 26, voire même parfois 30 ans, s'ils font des longues études. On a des études qui démontrent qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des jeunes, qui sont pourtant des grands consommateurs, a énormément chuté. Que la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des secteurs qui sont en train d'exploser sur Internet, qui sont les sites de vente de produits d'occasion, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat vis-à-vis des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est d'une manière générale, c'est pas seulement les étudiants, mais c'est aussi les jeunes qui font peut-être des études professionnelles. Ce sont des jeunes qui sont malheureusement sans emploi. Ce sont des jeunes qui sont dans la galère. Alors en effet, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est en venir à de l'assistanat, c'est-à-dire finalement acheter la paix sociale en filant des subventions, en filant des prestations sociales à des jeunes, en essayant de leur dire oui mais alors, attention, on va quand même partitionner les choses de telle manière à ce que vous ayez aussi la volonté d'essayer de vous en sortir, quitte même à ce qu'on vous donne accès à des services, à des infrastructures pour vous permettre de vous perfectionner, pour vous permettre de vous former, etc. Qu'au lieu de faire de l'assistanat total. Et ça, évidemment, vous avez à l'Assemblée nationale des gens qui se sont pas gênés pour le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'on peut résoudre des problèmes sociaux en arrosant de prestations sociales. Il y en a déjà suffisamment. De plus, aujourd'hui, on a un constat qui est prouvé par la Cour des comptes, comme quoi la gestion aujourd'hui est complètement anarchique, au point que, par exemple, on se retrouve avec des bénéficiaires qui ne devraient pas en être, voire même des bénéficiaires qui finalement n'existent pas, ou voire des bénéficiaires qui des fois sont décédés, mais comme ils n'ont pas été déclarés par la famille continue à toucher les subventions, ou les aides, ou les pensions, les prestations sociales. Donc pourquoi continuer à vouloir rajouter, à redévelopper des prestations sociales, ou des prestations, des subventions ou des aides, quand déjà l'existant est défaillant et coûte un pognon dingue, finalement, aux contribuables. Parce que c'est pas de l'argent gratuit, c'est le contribuable qui paye. Directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est directement par l'impôt, ou indirectement, c'est directement par l'impôt, par la fiscalité, qui paye les dettes, ou qui rembourse les dettes que l'État contracte pour avoir des budgets pour pouvoir créer ces aides. Et puis d'un autre côté, mais ça évidemment c'est quelque chose qui est moins mis en valeur, c'est que finalement ça reflète quoi? Ça reflète ce que je vous disais dans une précédente vidéo. C'est le problème qu'aujourd'hui nous mettons sur le marché du travail, nous mettons dans des secteurs d'éducation, dans des secteurs d'éducation supérieure, etc., des jeunes qui de toute façon sont condamnés déjà d'avance à pas avoir de boulot, à ne pas trouver de boulot. Si vous voulez, c'est un peu le principe. Alors, c'est une image, mais c'est une image qui résume bien la situation. C'est, vous avez, alors peut-être que certains d'entre vous pourront trouver les chiffres, mais aujourd'hui, vous avez, par exemple, des jeunes diplômés de droit qui déboulent sur le marché du travail chaque année. Alors certains se spécialisent, mais là encore une fois de plus, ça fait depuis des années que certains ne se contentent pas de faire des études de droit pour juste devenir avocat, ils font des études de droit pour se spécialiser. Sauf qu'aujourd'hui, dans les secteurs spécialisés, c'est bouché, c'est saturé. C'est un peu, si vous voulez, le même principe que ce qu'on expliquait, et d'ailleurs l'un d'entre vous qui travaille apparemment dans ce milieu-là, c'est dans les développements des jeux vidéo. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, ça fait rêver les jeux vidéo, donc il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans les jeux vidéo. Alors, il y en a certains qui sont intelligents, qui connaissent bien, qui ont conscience des réalités du marché, et qui finalement font les études, mais en parallèle ont déjà l'idée de créer leur propre jeu, de créer au moins une infrastructure indépendante pour pouvoir
faire des propositions de projets pour pouvoir développer des outils ou des jeux qui seront à disposition en règle générale sur des plateformes pour des jeux par exemple pour téléphone. Les jeux pour téléphone en règle générale c'est des petits jeux. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les catalogues, que ce soit de Google ou que ce soit de Apple, qui sont inondés par des petits jeux, parfois avec des graphismes très simplistes, mais qui finalement sont des jeux sympas qui font passer le temps. Tout ça, c'est des jeux qui permettent de développer une économie, sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, on arrive à saturation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui se sont lancés dans ce milieu-là, que aujourd'hui, si vous aviez peut-être 100 produits à disposition qui permettaient à un catalogue et à la fois à ces sociétés de développement de pouvoir vivre correctement sans gagner des 100 et des 1000, et aujourd'hui vous en avez 10 fois plus. C'est-à-dire vous avez 1000 sociétés qui proposent chacune leur propre jeu, etc. Donc ça sature complètement le marché, si vous voulez. Donc derrière, si vous avez des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, ils vont se lancer dans ce métier-là, ils vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans d'études, et puis une fois qu'ils vont arriver sur le marché, ça sera fini. Ça sera fini pourquoi ? Parce que va y avoir les 1000 sociétés, il n'en restera plus que 50 parce que les 950 autres sociétés se seront soit fusionnées ou rachetées par des grosses structures, par des grosses enseignes, etc. Donc si vous voulez, quand après vous entendez des gens dire oui, il faudrait peut-être penser à développer un RSA pour les jeunes, c'est finalement faire un constat d'échec. C'est faire déjà d'avance le constat que la structure, le processus, l'organisation même de l'éducation supérieure ou même l'éducation professionnelle est défaillante. C'est-à-dire qu'on pousse les jeunes à faire des études, mais au final, tu as un diplôme, et qu'est-ce que tu fais avec ce diplôme ? Si tu n'as pas les bons contacts, si tu n'es pas dans les bons milieux, si tu n'as pas les bonnes relations, ton boulot, tu pourras toujours essayer de le chercher, tu n'en trouveras pas. Parce que l'offre et la demande, ça aussi, ça fonctionne sur le marché de l'emploi. Si vous avez peu d'offres et beaucoup de demandes, il y a beaucoup de candidats et il y a très peu d'élus. Souvenez-vous, ou même encore aujourd'hui, quand vous avez l'administration publique, quand vous avez la fonction publique, qui fait un appel à candidature pour des postes, que ce soit pour la poste, que ce soit pour l'administration, que ce soit pour je ne sais quel autre service, etc., et qu'il y a 200 postes à pourvoir. Souvenez-vous, combien de candidats se présentent pour ces postes-là ? Alors c'est des examens, c'est des tests, si ça fonctionne toujours encore comme ça. Vous avez des fois 2, 3, 4, voire 10 fois plus de candidats qui se proposent, qui se présentent pour les 200 postes. Donc ça veut dire que forcément, là il y a un problème. C'est-à-dire quand vous en arrivez à avoir des milliers de gens faire le test pour 200 postes, ça interroge quand même quelque part. C'est-à-dire que il y aura 200 qui auront la place, super pour eux. Les autres, ils feront d'autres candidatures, ils feront d'autres tests, etc. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que très souvent, et ça c'est pour la petite anecdote, mais moi j'ai entendu beaucoup d'étudiants parfois qui faisaient des études, et je leur disais mais c'est pour faire quoi ? C'est pour travailler dans la recherche, c'est pour travailler dans la haute administration, Donc en fait vous voulez tous aller dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait vous croyez que la fonction publique c'est la sécurité de l'emploi. Mais dans vos rêves, c'est pas la sécurité de l'emploi. Moi, je connais des gens qui ont essayé de travailler, qui ont essayé de rentrer dans la fonction publique, ils n'y sont jamais arrivés. Alors ça, par contre, ils ont travaillé pendant des années. Il y en a même un, je connais, il a bossé presque 15 ans dans la fonction publique, mais en CDD. Des CDD, des vacations. Et il n'a jamais eu un CDI. Jamais. Le jour où les différents postes qu'il a tenus, etc. Alors le mec, c'est con parce qu'il avait quand même acquis des compétences. Il a connu des compétences, des connaissances sur différents postes, Donc,
et ben un jour, réduction de budget, et ben c'est ceux qui ont déjà 40 ans de carrière, mais il leur faut encore faire 2-3 ans, etc. Ou parce que c'est les plus anciens qui restent, et les nouveaux et les non contractuels, c'est les premiers qui dégagent. Et la fonction publique, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez de façon globale les services de l'administration et de la fonction publique, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un sacré paquet de jeunes, ou de moins jeunes, qui sont dans des CDD, des vacations à répétition. Ils ne sont jamais titularisés. Pourquoi ils ne seront jamais titularisés? Tenez, qu'est-ce qu'on a vu là récemment? Je vous le mets là. Des auteurs, artistes, scénaristes, etc., qui réclament que France Télévisions, donc c'est-à-dire la télévision publique, augmente les budgets pour améliorer la qualité, l'indépendance et la liberté de la télévision publique. C'est-à-dire que ce sont ces mêmes gens qui aujourd'hui, vous comprenez, moi je prends 45 000, 50 000 minimum par contrat, etc., mais je voudrais gagner plus parce que vous vous rendez-vous compte, le fisc, ça fait mal. Donc c'est-à-dire que ces gens-là sont en train de demander plus d'argent dans les budgets de France Télévisions pour pouvoir palper plus sous prétexte de la liberté, de la créativité, de la qualité, etc. Mais il faut savoir que France Télévisions, vous avez un grand nombre de jeunes ou de moins jeunes, des petits, comme on les appelle, des corvéables, des en servitude, qui en général ne sont pas titularisés. Ce sont des CDD. Quand ce ne sont pas des fonctions, des postes ou des intervenants ou des prestataires extérieurs. C'est-à-dire que dans la chaîne, tout ce qui est partie employés, salariés, petites, main-d'œuvre, techniciens, etc., tout ça, ça dégage parce que on remplace soit par des vacataires, des CDD, des temps partiels, voire même des stagiaires d'école, de cinéma ou de télévision d'audiovisuel, de diplôme d'audiovisuel, etc., pour permettre à ceux qui sont encore là, qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans, de continuer à avoir des augmentations de salaire, pouvoir continuer à payer des sociétés de production qui sont les copains, des scénaristes qui sont les copains, des réalisateurs qui sont les copains, pour vous faire vos programmes de merde. Voilà comment ça marche. Regardez aujourd'hui la télévision publique. Je ne parle pas de la télévision privée, je parle de la télévision publique. Quand vous voyez les émissions, on est loin de la télévision qui donnait quand même un aspect culturel de niveau. À tel point qu'aujourd'hui, si on veut quand même un minimum de qualité ou un minimum de culture, on est obligé de se rabattre sur Arte. Moi, ça va, j'ai la chance aux États-Unis, je peux encore voir des programmes Arte sur YouTube, parce que j'ai pas de VPN, donc je peux pas aller directement sur les sites pour voir les programmes, mais j'essaye de temps en temps de me tenir un petit peu au courant de ce qui se diffuse sur France Télévisions ou les autres chaînes de télé en France. Au secours. Au secours. Mais encore une fois, de toute façon, c'est un phénomène qu'on connaît depuis très longtemps. Ça a toujours été. Dans la France Télévisions, c'est des arrangements entre amis. Souvenez-vous de la période où il y avait, c'était pas, je ne sais pas si c'était la 5e ou la 5, je crois que c'était la 5 ou la 5e après, où il y a eu parfois des transferts de présentateurs, etc., qui étaient souvent des présentateurs d'ailleurs, qui étaient à la fois présentateurs et producteurs, et qui a eu, à un moment donné, ça atteignait des sommes colossales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un comme Ruquier, Ruquier, il est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'il a présenté les bons concepts. Souvenez-vous, Ruquier, il a explosé grâce à quoi? Il a explosé grâce au fait que Ardisson, le samedi soir, avait perdu son créneau avec Tout le monde en parle, et Ruquier est arrivé, et boum. Et c'est comme ça que Ruquier, à un moment donné, est devenu une tête d'affiche de la fonction publique, de la télévision publique, et qu'il a commencé à proposer d'autres schémas, d'autres émissions, etc. Bon, certaines étaient marrantes, c'était des concepts assez amusants, mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Et puis après,
On a vu Ruquier atterrir sur l'émission d'Arthur, Les enfants de la télé. Là encore, les enfants de la télé, c'est une émission où on reprend des images ou des passages de d'autres chaînes de télé. En fait, on fait du neuf avec du vieux. Et quand vous regardez aujourd'hui les concepts de missions de télévision, que ce soit privées ou publiques, c'est très souvent des concepts où on fait du neuf avec du vieux. On achète des licences d'émissions qui existent depuis des années et on les adapte à la télévision française. Regardez le nombre d'émissions aujourd'hui qui sont en réalité des franchises, qui ne sont pas des émissions originales, créées par des Français. Certains même ont osé dire que c'était des concepts originaux, alors qu'en réalité, ils ont juste pris une idée d'une émission anglo-saxonne et qu'ils ont ensuite un petit peu remodelé, retransformé, etc. Et qu'ils ont dit, voilà, c'est un concept original. Alors qu'en réalité, non, tu as juste fait du repiquage, un peu de copier-coller de certains trucs, et puis tu as créé ta propre mouture. Mais c'est tout. Donc, tout ça pour revenir à cette idée donc de fournir un RSA pour les jeunes, j'ai envie de dire, encore une fois de plus, c'est du cache-misère, finalement. C'est-à-dire, au lieu de faire les choses sérieusement, parce que ça, aujourd'hui, ça, c'est ce qui est le plus important, à mon sens, c'est aujourd'hui d'être réaliste sur le marché du travail, d'être réaliste sur les opportunités à venir, sur les nouvelles technologies, sur l'évolution de la société, sur l'évolution des marchés. Ça, on a l'impression qu'en fait, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le système éducatif français reste sclérosé dans sa vieille tradition littéraire, scientifique. Sauf que le problème, c'est que les universités aujourd'hui, de toute façon, on sait pertinemment qu'on veut les détruire pour refiler le bébé à des universités privées à l'américaine, où les gamins qui auront les moyens de payer 40 ou 50 000 $ par an pourront aller dans les grandes universités, sinon les autres, à peu de choses près, quelques exceptions, qui pourront bénéficier de bourses pour les bons résultats qu'ils obtiennent dans un cycle précédent. Les autres, allez vous faire foutre. Ou alors on vous reléguera dans des universités bas coût, mais vous sortirez avec un diplôme mais qui vous servira à rien parce que de toute façon votre université sera tellement sous-cotée que personne ne vous embauchera parce qu'on préférera embaucher le gamin qui vient du MIT ou de Harvard ou de Yale ou de Oxford. Même encore, attention, quand vous avez des gens aujourd'hui qui disent je viens de Yale, etc., c'est aujourd'hui très surcoté. Très surcoté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la technicité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité dans ces universités-là. Sauf que ça a énormément perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces universités sont confrontées tout simplement au revers de la médaille de l'idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces universités, on fait beaucoup plus de l'idéologie que de former des futurs techniciens, des futures élites, entre guillemets. Il suffit de voir un peu ce qui vient de Yale ou de Oxford, ou je dirais en France de ce qui vient de Sciences Po, Subdeco ou de je ne sais plus, de Polytechnique, ou des choses comme ça. Il y a un moment donné, on se pose la question, on dit mais t'as fait quoi pendant des années qu'est-ce que t'as fait comme étude? T'as appris quoi au juste là En fait, on a plutôt l'impression que t'as été façonné. Mais dès qu'on t'amène dans des terrains où là, on t'a rien appris, on t'a pas appris à réfléchir par toi-même, on t'a pas appris à analyser, on t'a pas appris à être intelligent, à penser par toi-même, et ne pas rester dans des dogmes, ça donne gouvernement Castex. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Donc, il y a un moment donné, il y a un choix à faire, c'est soit on fait les réformes qu'il faut pour permettre à la jeunesse d'avoir, je dirais, ses opportunités, selon ses talents, selon ses envies, selon ses passions, parce qu'il y a des jeunes qui sont parfois passionnés de choses, qui ne sont pas forcément bons à l'école, mais qui au moins développent des talents, et que ces talents, autant qu'ils s'en servent, autant qu'ils servent à quelque chose pour pouvoir se construire un avenir, en fait, on est en train d'aller dans ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire des fabriques, des boîtes à crétins.
Voilà, des boîtes à crétins dans lesquelles on a incrémenté le culte de l'enfant roi, où aujourd'hui ce sont les professeurs qui sont blâmés parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils savent pas professer, et on remet pas du tout en question finalement que c'est les parents qui savent pas éduquer leurs gamins, qui leur ont pas donné les bases de la bonne éducation, de la politesse, de la courtoisie, voilà. Donc boîte à crétins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus là-dessus, si vous rajoutez toute l'idéologie racialiste, transgenre, genrée, LGBT, féministe, vous imaginez le bordel que ça va être. C'est-à-dire qu'on va faire sortir des gamins qui vont être bourrés d'idéologie, mais qui en réalité, pour des milieux professionnels, seront totalement incompatibles. Je dirais même à la limite, seront complètement incohérents, voire complètement anachroniques. Et enfin, pour terminer, je vais revenir sur deux informations. La première information, c'est que vous savez qu'actuellement, depuis que la ministre Vidal a remis, ou à tout le moins a mis sur la table le sujet de l'islamo-gauchisme dans les universités, vous avez évidemment certaines institutions qui se sont allées en contresens de cette idée, dont le CNRS. Le CNRS qui a dit non, l'islamo-gauchisme dans les universités, c'est de l'affabulation, c'est du fantasme, ça n'existe pas. Sauf que le problème, c'est que le CNRS est en train de se faire allumer du fait que sur certains événements antécédents, le CNRS a parfois donné une opinion ou donné une analyse qui tentait à démontrer que finalement, le CNRS avait plutôt tendance à vouloir protéger des apparences plutôt que de faire un constat de fait. Quelle preuve plus évidente que ce qui démontre qu'aujourd'hui le CNRS est lui aussi peut-être, je dis bien peut-être, conquis par les idéaux islamo-gauchistes au point de vouloir essayer de protéger eux aussi une idéologie, de protéger une apparence, de protéger une dogmatique. Des dogmes, pardon, concernant tout ce qui touche évidemment finalement à l'islam, aux musulmans, à l'immigration indirectement. Donc là, le CNRS est un petit peu dans la zone rouge, on va dire, parce que finalement, si même cette institution aujourd'hui n'est plus, du moins n'a plus la confiance finalement de ce que les gens sont censés avoir envers certaines institutions, parce que finalement elles ne font que défendre de l'idéologie et ne pas faire des choses de façon objective ou de façon cohérente, ce pourquoi elles existent, surtout avec la science. La science, elle doit se baser sur des faits et non pas faire de l'idéologie, parce que si la science fait de l'idéologie, là dans ce cas-là, c'est plus de la science, c'est de la religion, autant pour moi. Et la deuxième petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est pas Sarkozy qui s'est fait condamner à 3 ans et qui va devoir peut-être faire 1 an de tôle, mais soyons rassurés, il y a de fortes chances qu'il n'aille jamais ou qu'il ne passe jamais le seuil d'une prison. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de vous dire que l'AFP nous a fait un petit debunk concernant, vous savez, les panneaux photovoltaïques et puis les éoliennes qui se bloquent à cause du froid. C'est amusant parce qu'en fait, c'était un debunk sur des choses qui avaient été dites concernant l'Allemagne. Donc en effet, c'était des images qui avaient été reprises sur ce qui s'était passé déjà en Russie, etc. Mais quand même, l'AFP avoue que s'il y a du froid, de l'humidité, les éoliennes peuvent se bloquer et que oui, mais les photovoltaïques, avec la neige, il n'y a pas de souci parce que ça penche et puis des fois... Oui, sauf que tout le monde n'est pas équipé avec des systèmes qui permettent de suivre le soleil en même temps que ça bouge, etc. Donc, mais quand même, l'expert qui a été utilisé pour l'AFP a quand même admis que, oui, mais en hiver, c'est vrai que le photovoltaïque, c'est pas terrible. Voilà pour cette vidéo et ces petites informations. J'espère que nous nous retrouverons très prochainement. Et puis d'ici là, que puis-je vous dire d'autre, si ce n'est de bien vous porter. Commentaires, abonnez-vous, pouce bleu. Même si je ne suis pas monétisé, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.